Salut, c'est Max. Je m'intéresse de très près à la blockchain, aux crypto-monnaies et à l'anarcho-finance, et plus généralement à tout ce qui touche à la liberté et à la souveraineté individuelle. Je me trouve actuellement à Londres et pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais discuter avec toi des différences fondamentales qui existent entre les devises fiduciaires qu'on utilise traditionnellement et les crypto-monnaies. C'est parti. La monnaie, l'argent, la devise, etc. ce sont des instruments qui nous permettent de stocker la valeur de notre temps et de notre travail. Pour être libre et souverain, il est donc fondamental de comprendre comment tout cela fonctionne. Et pour parler de tout ça, aujourd'hui, on va se diriger du côté de la Banque d'Angleterre, qui est une institution qui possède le privilège de créer la livre sterling, une devise fiduciaire. Alors de quoi on parle lorsqu'on parle de devise fiduciaire? Les devises fiduciaires, ce sont des monnaies d'échange qui ne possèdent aucune valeur intrinsèque. Donc le dollar, l'euro, la livre sterling, etc. ce sont des devises fiduciaires et plus généralement, l'écrasante majorité des devises qu'on utilise aujourd'hui pour nos transactions, ce sont également des devises fiduciaires. Alors historiquement, les monnaies papier étaient adossées à des commodités, par exemple des métaux précieux comme l'or et l'argent, ce qui leur conférait une certaine valeur. À tout moment, on était certain qu'on pouvait se rendre à la banque centrale pour échanger ces monnaies papier contre une certaine quantité d'or et d'argent prédéfinie à l'avance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis 1971, le dollar n'est plus adossé à l'or. C'est donc une monnaie purement fiduciaire. Et de nos jours, on n'utilise même plus forcément des monnaies papier puisque nos devises fiduciaires se trouvent également sous forme électronique. Et donc, lorsqu'on parle de devises fiduciaires, on fait référence à un système basé uniquement sur la confiance. La valeur qu'on accorde à ces devises repose uniquement sur la confiance que l'on a dans le fait qu'on va pouvoir les échanger contre des biens ou des services qui, eux, posséderont bien une valeur intrinsèque. Ok, donc je me trouve actuellement devant la Banque d'Angleterre et comme je te disais précédemment, la Banque d'Angleterre c'est une institution, c'est en fait une banque centrale qui possède le privilège de créer, c'est-à-dire d'imprimer à partir de rien, de nouvelles unités d'une devise fiduciaire qu'on appelle la livre sterling. Et justement, je voulais discuter avec toi de comment se créent ces devises fiduciaires, qui a le droit d'en imprimer de nouvelles unités et dans quelles conditions. Donc il existe deux types d'institutions qui possèdent le privilège de pouvoir créer de nouvelles devises fiduciaires. Il s'agit des banques centrales et des banques commerciales. En ce qui concerne la banque centrale, cette institution possède le privilège de créer de la nouvelle devise fiduciaire en quantité illimitée dans le cadre de ce qu'on appelle la politique monétaire. La banque centrale va ensuite pouvoir utiliser cette devise fiduciaire nouvellement créée, par exemple en la prêtant aux banques commerciales, aux États, ou en achetant directement des actifs sur les marchés financiers. Quant aux banques commerciales, celles-ci possèdent également le privilège de pouvoir créer de la nouvelle devise, mais doivent pour cela respecter le système de la réserve fractionnaire. Voici comment ça fonctionne. Lorsque vous empruntez de l'argent à la banque, la somme qui vous est prêtée constitue de la nouvelle devise créée à partir de rien et créditée sous forme de chiffres dans votre compte en banque. Le système de la réserve fractionnaire limite la quantité de devises que votre banque commerciale va pouvoir créer sous forme de prêt. En général, la banque se voit imposer un certain ratio, en général autour de 10%, entre la quantité de devises qu'elle possède sur son bilan, soit sous forme de dépôt, soit sous forme de devises empruntées à la banque centrale, et la quantité de devises qu'elle va pouvoir créer sous forme de prêt. Par exemple, si votre banque possède sur son bilan 100 € de devises et qu'elle est soumise à un ratio de réserve fractionnaire de 10%, cela signifie qu'elle pourra créer, sous forme de prêt, 900 € de nouvelles devises à partir de rien. Si vous avez compris ce que je viens de vous raconter, vous devez commencer à penser que ça sent pas bon tout ça. Vous avez des institutions privées, les banques commerciales et des banques centrales qui sont gouvernées par des gens qui ne sont pas du tout élus. Vous avez des institutions privées qui sont donc en mesure de créer de la nouvelle devise à volonté. Et cette devise, c'est l'instrument que vous utilisez pour mesurer la valeur de votre temps et de votre travail.
Lorsque de la nouvelle devise est mise en circulation dans l'économie, la quantité totale de devises en circulation augmente. C'est ce qu'on appelle l'inflation de la masse monétaire. Cette inflation de la masse monétaire finit en général par se traduire à plus ou moins long terme par une inflation des prix. En période de croissance économique, cette inflation des prix ne pose pas forcément de problème puisqu'elle s'accompagne généralement d'une augmentation des salaires. Cependant, lorsque la croissance économique n'est pas au rendez-vous, les salaires n'augmentent pas alors que les prix augmentent, ce qui aboutit à une baisse générale du pouvoir d'achat des ménages. C'est ce qu'on appelle la stagflation. Depuis la crise financière de 2008, les banques centrales du monde entier cherchent à créer de l'inflation en imprimant massivement de la nouvelle devise fiduciaire, et ce afin de relancer l'économie. Cependant, la croissance économique tant espérée n'est absolument pas au rendez-vous, comme vous avez sûrement pu le constater, et la situation actuelle ressemble beaucoup plus à une situation de stagflation. Le graphique qui s'affiche juste ici représente la masse monétaire de la zone euro entre 2002 et 2017. Ce que vous pouvez constater sur ce graphique, c'est que la Banque centrale européenne, de par sa politique monétaire, a fait augmenter la masse monétaire de l'euro de 4,5 trillions d'euros en 2002 jusqu'à 11,2 trillions d'euros en 2017. Par le passé, cette devise nouvellement créée était utilisée pour prêter de l'argent aux banques commerciales, mais également pour acheter des obligations d'État, ce qui représente un moyen de prêter cet argent aux États. Mais depuis 2015, la Banque centrale européenne, prenant exemple sur ce qu'avait fait les années précédentes la Réserve fédérale américaine, a lancé son programme d'assouplissement quantitatif. Ce programme consiste à créer des euros tout frais afin d'acheter directement sur les marchés financiers des actifs pourris ou bien des obligations d'État, et ce afin de stimuler l'économie. Et je vous renvoie vers ce graphique trouvé sur le site de la BCE et qui montre qu'entre début 2015 et fin 2017, la Banque centrale européenne a imprimé en moyenne autour de 70 milliards d'euros chaque mois dans le cadre de son programme d'assouplissement quantitatif qui n'est toujours pas terminé puisqu'en 2018, la BCE imprime toujours chaque mois environ 30 milliards d'euros. Ces quantités faramineuses de devises nouvellement créées finiront tôt ou tard par se traduire par une inflation des prix. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à cette inflation des prix. En effet, si vous faites partie de ceux qui parviennent à mettre la main les premiers sur cette devise nouvellement créée, vous allez être en mesure de dépenser cette devise dans l'économie avant que son effet sur l'inflation des prix ne se fasse sentir. Comme les programmes d'assouplissement quantitatif menés par nos banques centrales ces dernières années consistent à distribuer de la devise nouvellement créée aux États, aux institutions financières ou aux grandes entreprises, ces acteurs-là sont en mesure de dépenser cette devise nouvellement créée, de l'investir sur les marchés financiers par exemple ou dans l'immobilier, avant que son effet sur l'inflation des prix ne se fasse sentir. Et ce sont les petits acteurs de l'économie, les citoyens comme vous et moi, qui accéderont en dernier à cette devise nouvellement créée et qui finiront par payer le prix de cette inflation monétaire par une baisse de leur pouvoir d'achat. Vous avez certainement entendu parler de l'explosion des inégalités de revenus qui s'est produite au cours de ces dernières années. C'est exactement ce type de conséquences que l'on obtient lorsqu'on essaie de réparer l'économie en imprimant de la monnaie de singe et en la distribuant à des acteurs économiques privilégiés au détriment du pouvoir d'achat des plus petits acteurs de l'économie. Le graphique qui s'affiche ici illustre particulièrement bien cette explosion des inégalités de revenus au cours des dernières décennies. On y voit entre 1980 et 2015 l'évolution de la part du revenu national qui revient aux 1% les plus riches par rapport à la part du revenu national qui revient aux 50% les plus pauvres. J'en profite pour souligner que cette explosion des inégalités de revenus à laquelle on assiste ces dernières décennies est bien souvent attribuée à tort à un système capitaliste alors qu'elle relève plutôt de politiques monétaires qui ressemblent bien plus à de l'économie planifiée puisqu'on laisse un petit groupe de personnes non élues décider en haut lieu d'imprimer de la nouvelle devise fiduciaire et de la distribuer aux acteurs économiques de leur choix. Un autre effet délétère de cette politique monétaire, c'est l'apparition de bulles spéculatives. Les institutions financières qui reçoivent cette devise nouvellement créée vont s'empresser de l'investir dans différents actifs financiers, actions d'entreprise, obligations d'État, immobilier, etc. Cet afflux de nouvelles devises vers ces différentes classes d'actifs va provoquer une augmentation des prix. Et cette augmentation des prix soutenue par les banques centrales va encourager les investisseurs à spéculer sur ces classes d'actifs, faisant ainsi gonfler la bulle. Ces actifs vont alors atteindre des valeurs complètement déconnectées de la réalité, augmentant ainsi significativement le risque de crise financière. Et c'est exactement cela qui s'est produit en 2008 lors de la crise des subprimes qui a commencé aux États-Unis. Les politiques de faible taux d'intérêt pratiquées par la Réserve fédérale américaine au début des années 2000 ont en effet poussé les banques commerciales à prêter de la devise nouvellement créée sous forme de prêt à l'immobilier à des millions d'Américains sans vraiment vérifier s'ils seraient un jour capables de rembourser ou non. Ces banques, ne voulant pas subir les conséquences de leurs mauvais prêts,
ont alors packagé ces titres de dette sous forme de produits financiers, les MBS pour Mortgage Backed Securities, qu'ils ont ensuite revendus à des centaines et des milliers d'institutions financières à travers le monde. Lorsque la bulle de l'immobilier aux États-Unis a fini par exploser, le monde entier s'est rendu compte que ces titres financiers n'avaient en fait aucune valeur. Toutes ces institutions financières qui avaient acheté sans trop y regarder ces titres de dette pourris ont alors vu leur bilan se dégrader instantanément et ont commencé à ne plus se faire confiance entre elles et à ne plus vouloir se prêter de l'argent. Cette situation a provoqué la paralysie du système financier mondial et ce n'est qu'en imprimant massivement de la nouvelle devise et en la prêtant à toutes ces institutions avec des taux d'intérêt proches de 0% afin de boucher les trous laissés par l'explosion de la bulle immobilière américaine que l'on a réussi à rattraper la situation et à relancer le système financier. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ces politiques monétaires qui ont été mises en œuvre suite à la crise des subprimes de 2008 ont abouti à la création de nombreuses nouvelles bulles spéculatives. Là où en 2008, on avait une bulle de l'immobilier aux États-Unis qui a failli détruire le système financier mondial, on se retrouve aujourd'hui avec une bulle de l'immobilier quasiment mondiale, une bulle des marchés d'actions d'entreprise, une bulle des obligations d'État, etc., etc. Et comme ces bulles spéculatives résultent principalement de l'impression de devises fiduciaires et ne s'appuient pas sur des fondamentaux comme par exemple une croissance économique, démographique ou l'apparition de nouvelles technologies, elles risquent très fortement d'aboutir à un désastre financier à l'avenir qui va lui-même résulter en une impression toujours plus massive de nouvelles devises fiduciaires, augmentant ainsi l'inflation des prix et l'explosion des inégalités de revenus. Une dernière chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que toutes ces nouvelles devises qui sont créées par les banques commerciales et les banques centrales, sont créées sous forme de dette. Et ça a une importance capitale parce que cette dette est émise avec des intérêts. Lorsque votre banque vous prête 100 € avec 10% d'intérêt, vous devez en fait rembourser 110 €. La manière dont cela se passe avec le système de réserve fractionnaire, c'est que lorsque vous allez rembourser votre principal, les 100 €, ce principal va être immédiatement détruit par la banque. La banque va simplement conserver les intérêts, les 10 €. Je répète parce que c'est pas forcément intuitif à comprendre, lorsqu'une banque vous prête 100 € avec 10% d'intérêt, vous lui remboursez 110 € et la banque détruit le principal, les 100 € et conserve seulement les 10% d'intérêt. Maintenant, si je vous dis que l'écrasante majorité des devises qui sont en circulation dans notre économie ont été créées sous forme de dette, ces devises correspondent à un principal qui a été prêté lorsqu'elles ont été créées. Si ces devises sont encore en existence et en circulation, c'est tout simplement que ce principal n'a pas encore été remboursé. Si le principal avait été remboursé, il aurait été détruit et subsisteraient seulement les intérêts. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Eh bien, si on considère que l'écrasante majorité de la devise en circulation dans notre économie correspond au principal d'un prêt qui n'a pas encore été remboursé et qui a été émis avec un certain taux d'intérêt, ça signifie que la quantité totale de devises qui est due afin de rembourser ces prêts avec leurs intérêts est en fait supérieure à la quantité totale de devises en circulation dans notre économie. Et cela a une implication majeure. Ça signifie que si on prenait la totalité des devises en circulation dans notre économie et qu'on essayait de rembourser tous les prêts qui existent actuellement, on ne serait pas en mesure de tout rembourser. Nous n'avons pas suffisamment de devises en circulation dans l'économie pour pouvoir rembourser toute la dette qui a été créée. Ce système de réserve fractionnaire, ce système d'argent-dette signifie donc que nous sommes perpétuellement esclaves de notre dette et que nous ne pourrons jamais la rembourser puisque le seul moyen de la rembourser serait de contracter davantage de dettes afin de créer l'argent qu'il nous faudrait pour rembourser les dettes que nous avons déjà contractées par le passé. Ça a l'air absurde comme ça, mais c'est bel et bien ainsi que fonctionne notre système financier actuel et ça a des conséquences extrêmement sérieuses sur notre liberté et sur notre environnement. Nous sommes obligés de travailler toute notre vie et de prélever sans arrêt les ressources finies d'une planète finie, détruisant au passage notre environnement afin de rembourser une dette infinie qui correspond à de l'argent factice qui a été émis par des banques et des banques centrales qui ont le privilège de présider à la politique monétaire de nos sociétés. Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur notre système financier actuel, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Le but de tout ça, c'était surtout de te faire comprendre les conséquences qui découlent de l'utilisation d'une monnaie centralisée, comme les devises fiduciaires que l'on utilise actuellement. Le privilège de la création monétaire constitue un pouvoir absolu, et donner ce privilège à des institutions privées
constitue une injustice extrême. Cela a pour effet de transformer les populations en esclaves de la dette, avec les conséquences environnementales et sociétales qu'on connaît, et cela aboutit systématiquement à des désastres financiers, comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui risque fortement de s'accentuer dans les années à venir. Stagflation, corruption, explosion des inégalités, etc. etc. Mais alors, qu'en est-il des crypto-monnaies? Eh bien, les crypto-monnaies sont également des devises fiduciaires puisqu'elles ne possèdent aucune valeur intrinsèque. Mais la différence majeure par rapport aux devises fiduciaires qu'on utilise actuellement, c'est que leur création est totalement décentralisée, qu'elles ne sont pas créées sous forme de dette et qu'elles sont déflationnaires par nature. Dans le cas de Bitcoin par exemple, les bitcoins nouvellement créés sont offerts en récompense aux mineurs qui sécurisent la blockchain Bitcoin et en vérifient la validité des transactions. Le nombre de bitcoins nouvellement créés est régulé par le protocole Bitcoin et on sait ainsi qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. On estime que ce chiffre sera atteint en 2140, date à partir de laquelle les mineurs seront récompensés uniquement par les frais de transaction. Ce mécanisme de création décentralisée des crypto-monnaies signifie donc qu'il n'existe aucune autorité centrale qui ait le pouvoir de créer la monnaie et de la distribuer de façon arbitraire dans l'économie. Cela résout donc le problème actuel que l'on a avec nos banques centrales qui ont le pouvoir de créer de manière illimitée nos devises fiduciaires, ce qui leur donne un pouvoir absolu. De plus, les crypto-monnaies nouvellement créées ne sont absolument pas créées sous forme de dette et donc elles ne servent pas à asservir les populations qui s'en servent. Enfin, comme la quantité totale d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin par exemple est limitée, cela rend cette monnaie déflationnaire. Ça signifie que sa valeur aura tendance à augmenter avec le temps. C'est donc tout l'inverse de nos devises fiduciaires actuelles dont la valeur tend à diminuer avec le temps car leur quantité n'est pas limitée, ce qui les rend inflationnaires. Ouais les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors c'était un sujet un petit peu long, un petit peu compliqué, mais c'est vraiment des choses qui sont très importantes à comprendre. Si on arrive à saisir aujourd'hui l'opportunité que représentent les crypto-monnaies, on va être en mesure de se libérer du cycle perpétuel de la dette qui nous met en esclavage depuis des décennies. Et ça, je vous laisse imaginer les conséquences extraordinaires que ça va avoir sur nos vies, sur notre liberté, sur notre environnement, sur notre planète, etc. etc. C'est une occasion unique, il ne faut vraiment pas la manquer, c'est extrêmement important. Voilà, donc si vous appréciez ce genre de vidéo, mettez-moi un like, ça m'encouragera à en produire davantage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Je vais essayer de produire de nombreuses vidéos au cours des prochains mois, des prochaines semaines sur le thème de la blockchain, des crypto-monnaies, de la liberté financière, de la narcofinance, de la souveraineté individuelle, etc. etc. Je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine vidéo qui va arriver très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la liberté, ça commence dans la tête. Ciao!